Donc, Baruch Hashem, je rappelle donc le propos. Nous avons eu dans le Bet Midrash Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Yossi Galili et Rabbi Shmuel Yochai qui sont en train de discuter sur la valeur de ce que représentent les apports technologiques, économiques, culturels des Romains, des nations de manière générale. En l'occurrence, ici, ce sont les Romains. D'accord ? Qu'est-ce que nous pensons des ponts qui sont construits? Qu'est-ce que nous pensons des sources d'eau, pas des bains publics qu'ils ont créés, etc. Et sur cette question-là, dans le Bet Midrash, Rabbi Yehuda bar Ilai est en train de louer. On soit bien clair sur ce point, les trois sont d'accord pour dire que les Romains sont pourris. C'est pas ça la problématique. C'est de savoir est-ce qu'on va être capable de déceler quelque chose de positif qui va avoir un apport bénéfique à l'égard du peuple. Rabbi Yehuda est capable de louer ce qu'ont fait les Romains. La complexité du propos fait que Rabbi Yossi Galili se tait. Et Rabbi Shimon, il incendie. Il assassine. Ça veut dire, tout ce qu'ils ont fait, ils ont créé des endroits de commerce, des sources d'eau pour leur dépravation, des ponts pour accroître les impôts. Catastrophe. D'accord ? C'est dans ce contexte-là, encore une fois, que notre histoire est entamée. Je ne vous dis pas plus pour le moment, on va le voir au fur et à mesure avec les différents éléments. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans le Bet Midrash, on est à la Yeshiva. Et puis, il y a un juif qui s'appelle Yehuda, qui est fils de converti. Yehuda ben Gerim. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda ben Gerim? Sans faire exprès, il raconte, ce qui a priori peut paraître légitime, il rentre à la maison, il raconte à son épouse, à ses enfants, qu'est-ce qu'il a entendu aujourd'hui au Bet Midrash. Non? On peut allumer le Mazgan, si c'est possible. Comment? On peut allumer le Mazgan, s'il te plaît. C'est possible. C'est un peu chaud. Oui. Donc, et c'est là où vous avez justement le début de notre propos que je vous ai ramené ici, à savoir, Alach Yehuda ben Gerim, le Siper d'Ivrehem, il a vraiment, sincèrement, raconté ce qu'il a entendu au Bet Midrash, donc la discussion entre ces trois maîtres, il l'a raconté en famille. Seulement la fête était ouverte et les murs ont des oreilles, comme on dit. Venishmeu la malchoute. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas été suffisamment prudent de raconter dans une situation tendue ce qui peut s'avérer comme très dangereux, pas que pour lui, mais surtout pour le Ham Israël et encore plus pour les Chachamim. Donc, Nishmeu la malchoute. Les propos qu'a tenus Yehuda ben Gerim sont arrivés aux oreilles de Adrien, enfin aux oreilles des Romains. Ça, c'est la Gemara. Voyons ce que nous dit le Rav Kook. Shgaga yotzet laolam. Shgaga, c'est une erreur commise par inadvertance. D'accord? Shgaga, exactement. Mipnei, שהיסוד הטוב, שעליו בנויה אותה זהירות המתייחסת לעניין ההוא, איננו קנוי יפה בנפש קניין טבעי. Encore une fois, pourquoi on ait pu commettre une erreur maladroite, une maladresse? Parce que, et donc du coup, on n'est pas suffisamment prudent, même si le propos est vrai. Bon, combien de fois il m'est arrivé, hélas, de faire ce genre de... Encore une fois, nous ne sommes pas dans une même situation, et j'imagine qu'en Israël aujourd'hui, Baruch Hashem, on a quand même beaucoup plus de liberté qu'on a eu dans le passé. Et parfois, effectivement, même à quatre, au niveau du proche, font des propos qui peuvent s'avérer dangereux. Là, ils ont une implication dramatique, puisque étant entendu par la Malchoute, étant entendu par la royauté romaine, cela, on va le voir, aura des implications dramatiques pour les trois maîtres, trois, bien évidemment, élèves de Rabbi Akiva, ceci étant dit. Afalpi, il est clair qu'il souhaite se préserver. Pourquoi tu racontes en famille
cette parole de Torah. Donc, en famille, justement, on puisse clairement évoluer et se rapprocher un peu plus de ce qu'il y a à faire. Dans la mesure où la personne qui est à côté, qui est en face, la famille, elle est capable d'entendre. Là, pour le coup, la famille, a priori, elle est capable d'entendre. Sauf que la fenêtre est ouverte. Et d'autres ont entendu. Oh, Amidahi. Entre parenthèses, fenêtre ouverte, pas fenêtre ouverte. On est sur YouTube. C'est une fenêtre ouverte, quand même. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ce que je dis là où je suis, dans le contexte où je suis, et je l'assume. En plus de ça, je ne suis pas connu, donc quand même, voilà. Mais à côté de cela, il est évident que certains propos peuvent avoir des résonances qui peuvent s'avérer dangereuses. Mais comme on est tellement parfois, et justement, c'est toute la dimension de dire que nous sommes en période de la délivrance de notre peuple et qu'on a parfois tellement peur de notre ombre de dire ce que nous avons à dire, donc je prends le choix de dire ce qu'on a à dire. Un acte, une conception. Mais on peut en payer le prix. On risque de faire une erreur. Une erreur qui comprend bien, une erreur qui n'est pas une erreur sur le fond, mais une erreur sur la forme. C'est ça toute la problématique. Parce que le fond, si le fond est vrai, c'est vrai. Ce qu'a dit Rabbi Shimon, ce qu'a dit Rabbi Yehuda, ce qu'a dit Rabbi Yossi Galili, c'est vrai. La question, elle est peut-être posée. Et en plus, la discussion, elle est, je trouve, comme toujours, d'une contemporanéité constante. C'est pas une question de vérité, c'est plus une question d'opinion. Non, non. non. Je vais donner un exemple très concret que j'ai coutume de prendre. L'Amérique est un pays qui investit énormément pour les médicaments, pour les vaccins. D'accord? On est conscient de ça. C'est fondamental. Elle investit énormément. Elle est un des pays qui investit le plus au monde pour trouver des remèdes, pour trouver des vaccins. En parallèle avec cela, excusez-moi d'être un petit peu, voilà, y aller dans le tas, comme on dit, les gains que l'Amérique reçoit de l'industrie, de l'industrie pornographique, sont tout ce que les gains sportifs, Super Bowl, tout ce que vous voulez, qui sont perçus, et les dérivés, la casquette, le t-shirt, les matchs, etc., sont les gains sportifs qui arrivent aux États-Unis multipliés par 3. D'accord? Tout ce que représente l'activité culturelle et tout ce qui en dérive, je répète, du sport américain, est un tiers des profits que l'Amérique reçoit de cette industrie absolument tordue. Donc, est-ce qu'on peut considérer Internet comme une bracha? Ben oui et non. Oui, selon Rabbi Yehuda qui peut en tirer profit, Rabbi Yossi voit la complexité, dit se tait, et Rabbi Shimon dit non. Tu vois ce qu'il en sort, tu vois ce qu'il en tire. Et en plus de ça, ce qui est absolument dramatique à ce propos, ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, et que c'est pas la première fois que je l'entends malheureusement, c'est que cette problématique, cette industrie, elle a pour répercussion des bouleversements dans la constitution, dans la construction normale d'un adolescent pour connaître après une femme et même pour construire son foyer. Par exemple, d'accord? Quand on parle des ponts de communication, on a justement cette problématique de l'Internet, j'ai envie de dire, qui est sous-jacent. Donc la discussion, ce n'est pas qu'une opinion. Ce que disent les maîtres, on n'est pas dans une discussion philosophique autour d'une idée, autour d'un café. On est dans l'implication de cette culture sur le peuple et à quel point nous allons pouvoir résister. Comment réagir? Comment réagir? C'est ça la problématique. Si vous êtes allé à Beth Shean, vous avez pu vous rendre compte de ce que ça représente, la modernité des apports, des bains publics, de faire venir l'aqueduc, de faire venir l'eau chaude, comment tout cela est mis en place. Ils sont d'une intelligence hors norme. Il n'y a pas longtemps, j'ai préparé un cours, très honnêtement, j'ai préparé un cours, je disais, je vais essayer. Avec Claude, intelligence artificielle. Je dis, truc, fais-moi un cours, tel sujet, fais-moi un processus de cours. Et je suis épaté. Tu parles 5 minutes, truc, tu fais ça, après 10 minutes comme ça, après tu interroges les élèves. Après...
Il m'a fait le cours. Et c'est extraordinaire, ça. Encore une fois, je repasse dessus, etc. Mais c'est un ustensile extraordinaire. Alors, il fait partie d'un groupe de rabbinines qui échangent leur chiour, et il y en a un qui leur a envoyé ce qu'il avait fait avec Bilam Narcotique. Tu vérifies, tu revois les sources, parfois il t'apprend des sources, parce que lui, il n'a pas de rave. C'est ça. Bien sûr. Encore une fois, c'est un ustensile, comme plein d'ustensiles. Exactement. On avait tout un débat à l'époque sur le progrès technologique, ce que ça implique. Mais je répète, c'est la vraie question qui est posée. À quel point, entre guillemets, on ne va pas vendre son âme c'est pas une expression un peu forte, mais justement à rentrer dans cette problématique-là. C'est pareil, tous les jeunes, ils font tous les cours justement sur le guide avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça fait des résumés, ça fait des critères, ça fait plein de choses. Mais en fait, on n'apprend pas quand on fait ça. C'est comme un enfant qui va à l'école, si tu lui fais faire un exposé sur un sujet, il va aller chercher des informations, les mettre, et là, il va apprendre. Mais s'il lit juste un truc qui est déjà tout fait, ça ne rentre pas dans la Exactement, exactement. C'est tout un effort qui est produit. C'est nécessaire. Donc, c'est l'implication de ce que ça donne. Le problème, c'est quand on utilise l'IA pour ne pas faire d'effort. Et là, il y a un problème. Bien sûr, parce que la Torah est acquise par l'effort, tout à fait. Oui. Mais c'est tout un ensemble. Vous pouvez prendre n'importe quel phénomène culturel. J'ai déjà dit, dans une autre intervention que j'avais eue, j'avais rappelé la problématique de McDonald's. Ce n'est pas seulement un repas. On passe à la question de cache-route, pas cache-route. C'est caché. Le truc de hamburger que j'ai. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est de manger vite, pour finir vite. Tu as eu le temps de dire un Torah, de parler, de prendre ton temps que le repas était quelque chose de social avant d'être simplement la volonté de se sustenter. Il y a plein d'implications culturelles dans chaque chose qui sont importées, encore une fois, au sein du peuple. Et c'est ça, je répète, toute la question qui est posée par nos maîtres. On n'est pas en train de faire, comme je répète, une vaine discussion philosophique. Donc le fait est, c'est que c'est vrai, c'est juste, tout ce qui a été énoncé. Seulement, je répète, est-ce qu'il est judicieux de le sortir à l'extérieur sans prudence? Eh bien, il y a des choses, il y a des propos, parfois il faut faire attention. On n'est pas conscient. Pas parce qu'on a peur de ce qu'on va dire éventuellement les Romains, là ça a été le cas, mais surtout parce que l'implication de tenir un propos qui n'est pas possible d'être entendu par certains va avoir des répercussions justement dramatiques. C'est ce qu'il nous dit. Il voulait garder clairement ce propos dans un effort, dans une volonté positive. C'est la skamato, ol mitzvot, o amidahi. Je veux recevoir sur moi les enseignements, la Torah de ses maîtres. Michol Makon, Ashgaga, Rovetset Lefatro. Malgré tout, encore une fois, l'erreur est commise, l'erreur se propage. Est-ce que nous pouvons être certains, et c'est pour ça que je reprends aussi, c'est un détail important, est-ce que nous pouvons être certains que jamais nous ne faisons d'erreur dans la manière et dans même ce que nous diffusons? La réponse est non. Si j'avais l'assurance, je serais plaisir de vous le dire, non. Parce que ce qu'il y a justement aussi de positif, c'est que nous sommes des êtres humains. Avoir l'intelligence et l'humilité de dire « je me suis trompé » dans un cadre cordial et voilà, on peut le faire. Mais là, avec les Romains, il n'y a pas « je me suis trompé ». Et en plus de ça, les règles de politesse qu'on utilise à l'agence artificielle, eh bien, il s'avère qu'elle déglingue la machine. C'est un problématique. Aval, kol mi shekvar kana lo kinyan tivi, et היסוד שעליו המצווה בנויה, מצד הרגש האנושי לכל הפחות. C'est qu'en réalité, pour pouvoir, il ne suffit pas d'avoir été au Beth Midrash, prendre un livre et étudier. Il faut avoir pressenti, suivi un rave, être attaché, encore une fois, comme il a dit, un kinyan TV, une acquisition naturelle. Il faut avoir une pensée de Torah, une pensée juive, et pas qu'un apprentissage textuel. Quand on a acquis cela
sur lequel la mitzvah se construit, mitzvah d'Aregesh à Enoshi, l'école à Pachot, on a un sentiment naturel. Vous savez, c'est terrible quand on a transformé la Torah en système technique. Qu'est-ce que ça veut dire une pensée juive? Ça veut Par dire exemple, d'abord et avant Delphine tout. Orvillers, en ce moment, elle fait une buzz. Est-ce qu'elle n'a pas l'intention d'avoir une pensée juive? Elle a l'intention de ce qu'elle veut. Elle a l'intention de ce qu'elle veut. Sa pensée n'est absolument pas juive. Justement, pourquoi elle n'est pas... C'est dit dans les faits. La rabbine Delphine Orvillers ne peut pas avoir une pensée juive. Je suis d'accord, mais j'aimerais juste... Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. D'abord, il y a un gros problème. Quelle est raison ou tort? Non, je vais te dire. D'abord, il y a un gros problème de fond, qui est le cas chez ces gens qui ont évidemment des talents extraordinaires, ce que je reconnais pleinement, des talents extraordinaires, talents d'oratrice. D'accord? Et à partir du moment où tu as ce talent-là, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Ou alors tu es motivé par un orgueil exacerbé, ou alors au contraire, tu vas savoir utiliser ce talent pour le bien du peuple juif. Qu'est-ce que j'appelle le bien du peuple juif? Ça ne se mesure pas en nombre. D'accord? Bien, ce sont elles ou d'autres personnes qui se prétendraient être quelqu'un de tout à fait important, influenceur ou influenceuse dans la communauté, sous prétexte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la synagogue. Ce n'est pas un gage de qualité. Ce qui est un gage de qualité, c'est ce que la parole que je suis est une parole qui est en cohérence avec le projet divin ou qui me fait du bien. Je suis toujours très prudent quand on me dit c'est super beau, c'est super émouvant, c'est super intéressant ce que je dis, sous-entendu ce qu'on est en train d'étudier. Mais en réalité, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. C'est parce que c'est bien que c'est beau. Et c'est là où c'est dangereux. La pensée juive part comme postulat que l'acteur principal, j'ai envie de dire, c'est Dieu. Rabbi Shimon n'est pas en train de s'interroger si son point de vue va être accepté ou non. Ce n'est pas le propos. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas justement de volonté de dire « Non mais c'est moi, j'ai raison, je suis comme un grand rabbin, j'ai dit. » Ce n'est pas Rabbi Shimon. Il y a une volonté d'abord et avant tout de savoir si la parole qui est donnée, elle est fidèle au projet divin. C'est ça qui est difficile. Il y a quand même la notion que le peuple suive. Quand on va de Mashiach, on disait toujours il faut que le peuple un tel n'est pas. Parce oui, mais c'est pour ça qu'on n'en est pas là. C'est pour ça on est bien quand même face aux capacités de dire des choses, pas forcément pour le bien du peuple, mais parce que c'est une difficulté, encore une fois, à laquelle nous faisons face. Je te rappelle quand même qu'on est dans cette période où justement Rabbi Akiva avait nommé Bar Kokhba le Mashiach, parce qu'il avait vu en lui les signes du Mashiach, que malgré tout, un certain nombre de rabbanim de son époque, ne l'ont pas vu ainsi. Aujourd'hui, tout le monde a oublié les autres rabbanim, mais personne n'a oublié Rabbi Akiva. On voit bien la grandeur de Rabbi Akiva, on voit bien justement que quelque part, on a eu tort, ce qui est fait, on ne refait pas l'histoire, et Bar Kokhba, il n'y a pas écrit qu'il a été tué à cause de ses fautes, il y a écrit Biglal à Avonot, à cause des fautes. Donc des fautes de qui? Le peuple, malheureusement, n'a pas vu ce qu'il fallait voir au moment où il l'a vu. C'est un problème. C'est pas? Tu peux avoir un lien, pour le coup, ce que tu m'as demandé, tu peux avoir un lien avec Israël, c'est un lien sentimental, je me sens proche d'Israël. Ça, c'est du bluff, c'est du vent, tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir si quand tu vas émettre une opinion sur ce qui se passe à Gaza, est-ce que tu es partie prenante parce que tu es acteur aux société israélienne? Et si tu n'es pas acteur aux société israélienne, tais-toi, ferme ta bouche. N'écris pas une lettre dans un journal pour dénoncer un génocide, machin, etc. Tu n'as même pas la pudeur, tu n'as même pas l'humilité de savoir de quoi tu parles. C'est aussi simple que ça. Une pensée juive, ça veut dire d'abord on lave le linge sale en famille. D'abord. Ensuite, on est vraiment conscient de la problématique et on ne cherche pas justement à faire du buzz et à s'attirer, encore une fois, comment dirais-je, d'être agréé aux yeux des nations.
Ça aussi, c'est une pensée juive. Si en réalité, une personne est très appréciée des nations, mais elle n'est pas connue en Israël ou dépréciée d'Israël, bah voilà. On s'interroge de la justesse du propos. Peut-être la justesse, enfin, son propos est aussi une façon de se justifier de ne pas être ici en Israël. Exactement. Et de continuer d'être là-bas. Quelque part, son judaïsme à elle, il est plus proche de l'esprit. Enfin, en tout cas, oui, mais c'est ça. Mais on sait très bien que l'esprit éclairé du judaïsme, une kol hakavod, n'est pas déconnecté de manger cachère. Il n'est pas déconnecté de la langue d'Israël, enfin, de la terre d'Israël, du peuple d'Israël. C'est que Lévinas avait dit, Rav Cherki m'avait raconté ça, que Lévinas, à la fin de sa vie, quand tu lui demandais c'est quoi le judaïsme, il a dit c'est mettre les tefilines. Ça veut dire qu'avec toute la grandeur, la pensée extraordinaire, éloquente de Lévinas, il est conscient que de toute façon, ce qui assure encore une fois la pérennité du judaïsme, c'est de manger de la matzah, c'est de mettre les tefilines. Tu as juste mis ça par rapport à ce que tu comprends bien, c'est toute la problématique, une kol hakavod. Voilà, je dis qu'elle a un talent d'oratrice, elle a peut-être une culture, mais elle n'est pas habilitée à. Je vais quand même faire une blague. Mais non, c'est pas grave. Comment? C'est-à-dire. Eh bien, écoute, oui. Mais elle la mange encore une fois. Non, mais là, c'est un peu. J'ai compris. Cynique. En tous les cas, il est clair que justement, on est dans l'antithèse de ce que représente le judaïsme. D'accord? C'est l'antithèse d'un judaïsme. Peut-être que le judaïsme traditionnel n'est pas à la hauteur, peu importe. Mais ce n'est pas le fond du propos. D'accord? Ce qui doit être important, encore une fois, c'est qu'une discussion clairement d'abord juive est discutée au sein du Beth Midrash. On n'essaie pas d'inventer une idée aussi belle soit-elle, aussi esthétique, aussi pensée soit-elle. Au sein du Beth Midrash, c'est ça. Ça veut dire que c'est empreint de sainteté, c'est pas que des idées. C'est ça, exactement. Comme ça, ce que j'ai montré, c'est montré. D'accord. Et je répète, est-ce qu'on peut sortir cette idée en dehors? Une fois, nous voyons bien, ça dépend avec qui. Une pensée juive, ce n'est pas une pensée solitaire non. Et puis elle doit permettre, je veux dire, là, à l'heure actuelle, on suit la pensée de Delphine Hoover. Il n'y a plus d'Israël parce qu'en fait, du coup, on arrête la guerre parce que les pauvres enfants. Non, mais ça soit que ça soit là-dessus ou d'autres sujets. C'est pas que le seul sujet. Oui, mais encore une fois. C'est quand même très grave que quelqu'un se permette de dire des choses comme ça et de juger un pays qui est en guerre, qui se bat pour sa survie. Et surtout que, encore une fois, je ne vais pas mettre là-dessus, mais surtout qu'encore une fois, on ne lui a rien demandé. D'abord, il y a des gens qui lui demandent. Bien mais on ne lui a rien demandé. Oui, mais ça plaît là-bas, en fait. Bah, ça plaît là-bas, oui. Toutes les émissions. Là-bas. Même ici, elle est venue. Hein. Elle a été au consulat à Haïfa, elle a fait le tour de tout. C'est bien qu'elle s'éclate. Mais encore une fois, on ne lui a rien demandé. Le chef d'état-major ne lui a pas fait appel à elle. Le Premier ministre ne l'a pas appelé, à ma connaissance. D'accord? Là, encore une fois, l'Avdil al-Abdalot, Yehuda Ben Guérin, il était au Beth Midrash. Et il va vivre très longtemps parce qu'après 12 ans, après 13 ans où Rabbi Shimon était dans la grotte, il va retrouver Yehuda Ben Guérin. C'est quand même de lui que tout va commencer. On va y arriver. Donc, l'eau, Yeshgvar, Shmira, Pnimit, quand on a construit justement, donc, encore une fois, quelque chose de profondément naturel, inscrit par la parole de Kodesh, alors on est en mesure clairement de la délivrer parce qu'on sait la préserver du mieux qu'on peut. Shmira Pnimit Beomek Navsho, Velo Yavole Demirshol. Il a échoué parce qu'il n'était pas encore prêt à délivrer des choses. Le fait même qu'on l'appelle Yehuda Ben Guérim, vous comprenez que c'est la première génération de juifs qui est fils de convertis. Donc il y a une inclinaison. C'est compliqué. C'est comme dans la même mesure, et c'est pour ça d'ailleurs par rapport au propos que tu m'as demandé, c'est exactement la problématique. Une personne qui vient d'arriver en Israël, depuis quand elle sait pour qui voter? C'est l'avdil, mais c'est la même complexité. Il y a quand même une prise de conscience, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en Israël. On ne vient pas en mode, mais moi je sais, je vais leur dire. Vas-y, calme-toi, respire. D'accord? Yehuda Ben Guérim, c'est ça le problème. À Guérim, הם דומים לישראל כספחת. ספחת. Ligne 6.
Ah, excusez-moi, non, ça va trop vite. Non, mais en fait, tu n'avais pas dit que tu t'appuyais sur le document. En fait, on avait. Agérim, Emdomim, l'Israël, Kesapachat. Ils sont encore une fois, quelqu'un qui se convertit au judaïsme, il est mentalement, psychologiquement, encore un peu dehors. Évidemment qu'il se rapproche. Et ce n'est pas un hasard si nos Chachamim nous disent clairement, pour qu'il soit pleinement intégré à la mentalité juive, il faut 10 générations. Et quand je dis cela, ne voyez absolument pas, et en plus surtout moi par rapport à ce que je fais avec les soldats, un propos méprisant de ma part, ou de nos maîtres. C'est simplement qu'il y a une difficulté. Il y a des exceptions, cela dit. La route était quand même extraordinaire. Mais il est évident que on va être prudent d'un côté par rapport à cette 10e génération. Il est évident, on ne rentre pas dans la problématique de savoir s'il rentre dans le minyan, etc. Ça, c'est évident, ce n'est pas la question. Mais on va être aussi prudent jusqu'à la 10e génération pour ne pas le blesser inutilement, maladroitement. Parce qu'il est fils de converti. Bon, t'es pas de chez nous. La 10e génération n'aura plus cet élément-là. Non, c'est ça. Il est totalement intégré. La grandeur des convertis, c'est quand on ignore qu'ils sont convertis. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est qu'une fois, il y avait une femme que j'avais rencontrée qui était d'origine bretonne et qui avait épousé un juif d'Afrique du Nord. Et qui, bon, j'aime, était vraiment une juive tout à fait saine et Yereshamaïm, extraordinaire, ça. Et elle parlait en arabe. Parce qu'elle parlait avec son mari, j'en avais parfois un petit peu en arabe, un peu en français, d'accord. Il fallait voir, quand elle te le disait, tu comprends, ces arabes, c'est vraiment des remards, c'est vraiment des remards. Genre d'accent, quand tu sais, voilà, propos chet et resh. Non, quelqu'un qui dit turnué, atesh. C'est plein d'expressions qu'on va utiliser en arabe un peu d'Afrique du Nord avec un accent breton. C'est sympathique. En tous les cas, donc il est clair qu'il y a une difficulté, c'est pour ça qu'on va être prudent de ne pas, évidemment, je dis les blesser inutilement. Mitrabrin embegouf aouma, ils sont profondément rattachés au corps de la nation. Ou mitkarvim emgamken bechiba etera, ils ont même un amour supérieur, un amour supplémentaire, on va dire, à l'égard, encore une fois, de la nation. Un vrai converti, on ne peut que l'aimer. D'accord? C'est Nedivé Amim, il abandonne son appartenance nationale du passé pour pleinement se rattacher, encore une fois, à Israël. Mais il est clair que la nature profonde israélienne, ils ont du mal à l'intégrer, de prime abord. אבל הטבעיות הישראלית של אהבת האומה העמוקה והטהורה עוברים דורות עד שחודרת בלבבה. D'accord? C'est profondément aimant la nation. C'est comme, je me rappelle, mes maîtres vous avaient indiqué que un maître extraordinaire, comme le Rav Abraham Livni, qu'on a eu l'occasion d'évoquer, il a dit des choses que seul lui pouvait dire venant de l'extérieur. Rappelez, c'est un séminariste qui s'est converti au judaïsme et qui est devenu un thème extraordinaire à la Vachalom. Et il dit des choses sur la centralité d'Israël que lui pouvait voir avec ce recul-là que nous n'avons pas forcément de l'intérieur. En tous les cas, Biora Ad Asara Darei, donc voilà, les convertis jusqu'à la 10e génération, Lot Evazé Arma Be'afia. Tu vas faire attention, encore une fois, clairement, de ne pas le blesser inutilement. Levad Ayotzi Minaklal, Mitzad Ilouim Aneratz. Évidemment, comme je l'ai indiqué, il y a des exceptions. Ruth est extraordinaire. Yitro, extraordinaire. Et justement, ce sont des gens qui sortent vraiment de cette exception parce qu'ils ont une descendance qui va s'avérer aussi exceptionnelle. Alken, Yehudaze, Beyoto Ben Giri, comme il est descendant, donc il est fils de converti, Lo Yachala Nafsho Leitnase, Ad Kedeota Amida Ativit. Il ne pouvait pas arriver encore à cette dimension naturelle à laquelle nous aspirons. Et je répète, on ne peut pas réellement lui reprocher, si ce n'est d'avoir dit des mots sans faire attention à ce qu'il dit. Ad She Tarkimehu Be'akara Pnimit. Tu ne peux pas te contenter de dire une phrase, encore une fois, extérieure, il faut l'intégrer, il faut la digérer. Quelqu'un peut être très extrême, mais on sent à quel point ça l'anime de l'intérieur ou non, à quel point c'est sincère. Est-ce que c'est juste pour dire une parole blessante inutilement, ou il est vraiment emporté dans ce qu'il dit? Justement parce qu'il est animé par l'amour de la nation.
quand on entend les propos qu'on citait tout à l'heure, alors qu'on a encore perdu des soldats cette semaine, mais c'est scandaleux. On ne peut que être en colère parce on pense à nos enfants, on pense à nos frères, on pense à nos... Les chamères, à moi comme un de se préserver, de rester profondément, encore une fois, mais kol davar ra, de tout ce qui pourrait nous nuire, de toutes choses mauvaises, mais kol davar ra, amezik, sheyochal atzet, mitzad anigut, sheitgale le klaut aromaïm. Encore une fois, quand on est prudent, on ne pense que à la nation, et ça aussi c'est un détail très important, et surtout en politique, on est obligé d'être prudent. Et à un moment donné, il faut bien se rendre compte que de dire « Oh là là, mais il faudrait tous les tuer, et il faudrait faire comme ci, et il faudrait faire comme ça », et ce n'est pas responsable. En politique, encore une fois, on sait pertinemment qu'il faut une stratégie malgré tout. Une diplomatie, une stratégie. Je répète, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux intérêts de la nation. Au contraire. Mais on est obligé, justement parce qu'on pense aux intérêts de la nation, de faire aussi attention. Je ne sais pas suffisamment clair ce que je veux dire. Cette petite nuance-là qui est importante. Pas tout le monde est capable de le faire. Et c'est ça la politique. Lui, en disant ce qu'il fait, en disant ce qui est passé au Beth Midrash, malheureusement, il met en danger le peuple. Midvarav Elionim, aussi grand soit-il en les citant, chez la Rashbi, Anovim, Yomek Akedusha, qui proviennent de la profonde sainteté d'Israël, chez Bematzav Anekuda, Amevadelet, chez Ben Israël Amim, encore une fois, puisqu'il ne faut jamais oublier que la base essentielle de la tradition juive, c'est d'abord et avant tout, l'Avdil, Ben Israël, l'Amim, se distinguer des nations. Leur rapport au bien, au mal, si on peut appeler ça comme cela, à la morale, est totalement différent de notre rapport au bien. Alken, lo yada leiser, encore une fois, et donc il ne savait pas être prudent à ce qu'il allait dire, et malheureusement, ce qu'il a dit, comme vous l'avez compris, est arrivé aux oreilles des Romains. D'accord? Ça arrive aux oreilles des Romains, résultat des courses, si on peut dire, les Romains vont s'exprimer. Et ils vont réagir par rapport à de tels propos. Regardez la pisca supplémentaire, la pisca Resh Samer Gimel. Amar Yehuda, chez Ila, Itale. On n'a plus Rabbi Yehuda, c'est devenu Yehuda. C'est les Romains qui parlent. Bien. Shalom, shalom. On est Resh Samer Gimel, la suite du commentaire du Rav Kook, n'est-ce pas, sur Enaya, dans encore une fois, l'épisode qui s'est produit entre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Galili, sur qu'est-ce qu'on doit penser des actes d'égoïsme. D'accord? Et c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai, arrive à... Donc, les Romains disent, puisque Yehuda, sous-entendu, comprenez, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit des bonnes choses, alors on va le louer, on va lui donner une opportunité, il va pouvoir aller s'installer à Yavne et fonder un grand Beth Midrash à Yavne. Comme Rabbi Yossi à Galilée, il s'est tué, bon, on va l'exiler à Tzipori. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit des propos un petit peu ennuyeux, je suis gentil, bon, on va le tuer. Mieux que ça, on va le tuer. D'accord? Regardez ce qu'il nous dit. Amrou, Yehuda, she'il'a it'ale, Yossi she'shatak yigale, le tzipori, Shimon she'gina, yareg. Lui va mourir. Bon, c'est un problème, hein, parce que Rabbi Shimon, il faut pas oublier que c'est l'élève extraordinaire de Rabbi Akiva, il a des choses à transmettre encore. Donc, pour résoudre ce problème, eh bien, je vais aller au Beth Midrash pour qu'il me foute la paix. Je n'ai pas le temps là, j'en ai encore une Torah à transmettre. Là, c'est conception de Rabbi Shimon déjà. Voilà. Essayons de comprendre ce que nous disent les Romains grâce au Rav Kook. Rabbi Yehuda, vous avez la suite là-bas, Rabbi Yehuda, Matza et Toto Atzad Atov, Animtza, Penekuda Atochit Shelara. Comme on l'avait indiqué, Rabbi Yehuda Bar Ilai, n'est-ce pas, on avait indiqué que à la fois Rabbi Yehuda, à la fois Rabbi Yossi et à la fois Rabbi Shimon ne sont pas en train de discuter est-ce qu'on aime les Romains ou on n'aime pas les Romains. Ce n'est pas ça la question.
c'est de savoir est-ce qu'on est capable d'expliquer quelque chose de positif pour le peuple dans ce qu'ils ont apporté, dans ce qu'ils ont fait. Comme Rabbi Yehuda, il a été capable de trouver ce point essentiel à l'intérieur du mal, à Tochit, à Ra, à Gadol, à Malé, et Kol Chalala Shel Malchut Arisha. Et à quel point le rapouk est clair. Il n'y a rien de bien qui sort de cet empire. C'est pourri au maximum. Yehuda Ben Grim. C'est la pista qu'on vient juste de faire avant. Il n'a pas café, en fait. Il a parlé. Il a parlé à la maison. Et en fait, les fêtes ouvertes, les gens ils ont entendu les Romains. D'accord? Il n'a pas été prudent. C'est juste la pista qu'on vient de finir à l'instant. Ou Petor Ish She Emidato Ashgacha Elahit Ala Isod Amasi, encore une fois, dans ce pourriture, dans cet empire absolument catastrophique, et justement, puisqu'il a cette capacité à savoir ce qui va être bien pour le peuple, animé par la providence d'Akadosh Baruch Hu, traduite en actes, là encore une fois, quand on parle de pensée juive, ça te montre aussi à quel point c'est une pensée qui n'est pas philosophique, mais une pensée qui d'abord et avant tout a des répercussions en actes. Qu'est-ce que cela va influencer? En quoi cela va aiguiller le peuple dans, encore une fois, le service divin? Donc, להקים עדות ביעקב בדרכי חיי האומה, במשפטי התורה, אמת בפועל, זהו דרכו הנכון להתפשר עם החיים שבפועל ובמציאות, ולקחת מהם את החלק היותר הנבחר וטוב. C'est-à-dire, justement, il y a un problème, j'ai un exemple très concret dans ce que je vais dire maintenant. Il y a le smartphone. Il y a trois possibilités. On trouve que le smartphone, c'est extraordinaire. On prend le smartphone, on le casse. Ou alors, on prend le smartphone, mais on le met de côté, on ne l'utilise pas. Rabbi Yehuda, ce n'est pas de dire le smartphone est extraordinaire. Mais est-ce que, je répète, est-ce qu'on peut arriver à trouver quelque chose de positif, de s'en servir, qui peut être utile, de trouver un compromis pour réaliser la Torah, encore une fois, à travers cet ustensile. De prendre ce qu'il y a de cet ustensile, quel qu'il soit, de cette culture, de cet empire, comme il a dit, même, est un chélek hayoter nifrar vetov. Ce qu'il y a là, la quintessence, la substance. Est-ce qu'on peut arriver à prendre quelque chose? Selon Rabbi Yehuda, il dit oui. Keivan shebeshat hagalut min hashamayim imlichu ala umazu. Il ne faut pas oublier que Rabbi Yehuda, il pense à l'avenir. On va partir en exil pendant 2000 ans. Et une vraie question, à quel point on peut arriver à résister, encore une fois, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte à ce moment-là dans l'histoire que c'est la nation romaine qui est au pouvoir et c'est Israël qui est entre les mains de Rome. Yaakov Avinu, puisqu'il évoquait Yaakov, descend en Égypte, il demande à Yehuda, n'est-ce pas, de préparer un Beth Midrash. La question n'est pas de savoir tu descends ou tu descends pas en Égypte. Akadosh Baruch Hu t'a indiqué que tu descends en Égypte. Donc maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on va essayer de se protéger dans cette culture absolument terrible que représente l'Égypte. Donc, Aïta Gamken, Etzat Hashem, Sheimtsa Siwa Masema Uma Moshelet, que justement, il peut peut-être trouver une aide de la part d'Akadosh Baruch Hu, une aide providentielle de cette nation qui dirige, qui gouverne, qui est fasciste, bien évidemment, puisque Moshelet, elle dirige. Oto Adam Anela Araoui Liot Omed Amasi le Dine Torah, celui qui est justement animé par une volonté de Torah, par une vraie connaissance des lois sur la Torah, est capable bien de décrypter, de dire ça c'est permis, ça c'est interdit. Encore une fois, et c'est pour ça que c'est toujours très fascinant de voir Baruch Hashem, ces Talmidei Chacham qui sont toujours à la page de savoir ce qui se passe, de savoir comment le monde évolue, des trucs bêtes que je vais vous dire maintenant. Mais je me rappelle, il y a quelques années, ma femme n'utilise pas ce genre de truc, mais je sais que ça, c'est très à la mode, surtout les pays francophones. Le coquéo. Quand on demande si le coquéo, est-ce qu'on peut le cachériser pour Pessah,
Je ne veux pas répondre à cette question si je ne sais pas d'abord ce que c'est qu'un cookéo. Pas? Il vaut mieux avoir 2 cookies, je pense. Mais c'est l'espèce de truc où tu mets dedans, ça fait fou. Ah, non plus, tu n'es pas à la mode? Tu n'es pas à la page? Comme le thermomix. Donc, c'est une idée. C'est une idée. Les différentes cultures qui existent, les différentes idolâtries qui existent, l'intelligence artificielle, on est obligé de savoir ce qui s'y passe. Coupez ça. C'est ça que dit en fait Rabbi Yehuda. Celui qui est capable de s'exprimer, qui est capable de parler, il va savoir dire au peuple et éduquer le peuple dans cette direction. Encore une fois, de fixer la halakha qui va être utile pour son prochain. Les kaver halakha, kamoto, neget travera. Et là, il est prêt à assumer le rôle, quitte à aller contre ce qui est naturel et ce qui est évident, c'est que la nation romaine est pourrie, donc il ne faut même pas s'y frotter. Mais il est capable de fixer la halakha contre ses copains, contre Rabbi Shimon et Rabbi Yosef, parce que, encore une fois, il voit que cela est une nécessité. C'est comme il y a certaines choses, encore une fois, que je ne dis pas pour tout, il y a certaines choses, encore une fois, que de s'y opposer, ben c'est plus problématique que d'essayer d'orienter ses frères juifs de faire quelque chose qui soit permis. Pas suffisamment clair. Hein? La question, c'est comme je rappelle, j'avais cité cet exemple, voir un match de football en France, le Shabbat, sur Sharon Shabbat, ilchatiquement parlant, on peut trouver une permission là-dessus. Enfin, pas en Israël. En Israël, c'est plus compliqué parce que c'est Israël qui est derrière, qui a l'infrastructure, etc. Mais en France, a priori, ce n'est pas un problème. Mais la question, elle est de savoir, exactement, si la valeur du Shabbat va de cohérence avec cela. Mais la personne qui est en face, si tu ne lui permets pas de voir le match comme ça, bah, il va le voir comme ça. D'accord? C'est ça la problématique. Donc, puisqu'il est capable de trouver ce point positif. Chez Bechol Peula, les filles à Oveshela, même au niveau du présent, on voit quelque chose de positif qu'il peut en tirer. Et encore une fois, Internet permet de faire des bonnes choses. Si je reprends l'image des ponts et des communications qui sont faites. Les bains, l'hygiène, quelque chose qui peut, encore une fois, sembler positif. Quand on va il parlait de Kinyanim, de Merkaz Kinyanim, le Kenyon. Quand on rentre, je ne suis pas un fan ou pas un fan, mais quand on rentre dans un magasin et qu'on veut faire ses courses, en même temps acheter un pantalon, en achetant acheter une paire de chaussures, c'est quand même très pratique d'avoir tout au même endroit. Ça peut devenir quelque chose qui est évidemment abject, puisqu'on n'a pas d'argent, mais on veut aller acheter quand même. Bon, ça crée d'autres problèmes. Bon. Seul magasin qui, à mes yeux, est insupportable, c'est une petite parenthèse, c'est Ikea. Je suis navré, je suis rentré 2 fois dans ce magasin, je vais mourir. C'est ça. En tous les cas, donc les filles à Oveshela, Ine, Yosif Ulema et Toto Chelek Anigoud, à Bilti Mouchach Animtsa Ben Israël et Rome. Encore une fois, c'est pas qu'il va dire que tout est bien, pas comme le cochon, tout est bien chez les Romains, non. Justement, il sait clairement aussi déceler ce qui peut être dangereux, qui doit rester distinct entre Israël et les nations. Et j'ai envie de dire, les Romains l'ont très bien compris, puisqu'ils vont l'envoyer, ils vont le faire élever, ils vont lui donner un Beth Midrash à Yavne. Ils ne sont pas en train de dire, viens, deviens mon lieutenant ou deviens mon consul adjoint de Rome. Ils n'ont pas dit ça. Sha'anigoud amuchach, mitzad Abdallah amitit. C'est qu'en réalité, la distinction qui doit être claire entre Israël et les nations, elle n'a, encore une fois, de valeur que pour le bien d'Israël. Et malgré tout, savoir profiter de ces prouesses technologiques qui pourront peut-être servir à Israël. Avdallah amitit marchivo yoter mi aechar shelo. L'archive, ça va élargir la possibilité, encore une fois. Élargir la possibilité d'action. Comme j'aime à le répéter, Israël peut avoir une pensée extraordinaire. À un moment donné, si on n'a pas de plateforme pour la transmettre, en l'occurrence de pays
qui vont nous donner réellement un sérieux, une cohésion et un sens, eh bien, ça ne sera pas entendu. On ne peut pas aujourd'hui faire un Zoom, est un exemple évidemment judicieux, mais on ne peut pas aujourd'hui faire un cours sans avoir une feuille bien écrite. On a besoin d'un ordinateur pour ça. On n'est plus en train de couper, de coller, de je ne sais pas quoi. Par exemple. Dans plein d'éléments, vous avez. Achab, ou les familles, ou Meik, les Shtéaoumot. Parfois, si on veut encore une fois mélanger Israël et Rome, c'est un problème. Si on veut clairement couper Israël de Rome, c'est aussi un problème. Il faut trouver un juste milieu, il y a un équilibre. Yachad, Yoter, Me'araou. Si on relie les deux pays ensemble, c'est pas, c'est catastrophique. Si on les éloigne l'un de l'autre, eh bien, ça peut avoir des répercussions négatives sur Israël. Il y a une image qui est connue entre Israël et l'Égypte, où quand on parle d'Israël et d'Égypte comme le feu et l'eau, si Israël est trop proche de l'Égypte, alors si on dit que l'eau, ça serait Israël, alors si l'eau est trop proche du feu, l'eau disparaît. Il faut que l'eau ait un certain recul pour pouvoir éteindre le feu. C'est toute cette problématique-là. Car machashevet amalchut alpi etzat Hashem. Pensée, encore une fois, politique, selon le conseil d'Akadosh Baruch Hu. Ce que tu dis est vrai, mais peut-être ne le dis pas maintenant. Fais attention. C'est toute la problématique, bien sûr. Chez Gazar lishmor et amo, gam beyotam be'eretz oivehem, alédé chokhmeh dorot. Il faut faire attention. On est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. On n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Comme je l'ai indiqué, on part en exil. On est dans une situation qui est très complexe. Il m'est arrivé souvent de rappeler à quel point, si nous sommes en dehors d'Eretz Israël et qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur un accident sur la route, on a un devoir en dehors d'Eretz Israël de lui porter secours. Parce que justement, ne pas lui porter secours peut avoir des répercussions dramatiques sur l'antisémitisme. On ne sait pas qu'ils ont besoin de ça non plus, hein. Mais Alke, Yehuda Sheila Yale, Itale. Et aussi במלאכתו למצוא את הייחוסים השווים שבין הררוע הנדודים, כדי שיוכלו על כל פנים העמים לדור בכפיפה אחת. Puisque nous allons devoir partir en exil, puisque nous allons devoir, encore une fois, bon gré, malgré nous, assumer cette problématique, et donc d'être capable de voir ce qu'il peut y avoir de positif dans cette nation, pour pouvoir en tirer profit, et de pouvoir résider parmi ces nations le temps que cela, encore une fois, nécessitera. Bemiyut ezek, avec le moins de nuisances possible. Zelazé, kefi haofen hayoter efshari, lefi hamatzav hamuchach. Encore une fois, dans la mesure du possible. On ne peut pas reprocher à, j'ai envie de dire, au grand rab d'Iran, parce que vous savez qu'il y a un grand rab en Iran, on ne peut pas reprocher au grand rab iranien de dire que tout va bien pour les Juifs en Iran. Parce que s'il s'amusait à dire que c'est la catastrophe, que on a peur, les Juifs en Iran, il est plus grave à dire. Bon, parfois, certains se portent volontaires pour rentrer carrément dans une église. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et t'as rien demandé, mais tu y vas quand même. Ah, calme. Mais pas œcuménique, comme on dit en yiddish. C'est œcuménique, c'est une plaisante, un jeu de mots. Œcuménique et œcuménique, c'est un jeu de mots. Bref. Ensuite, Rabbi Yossé, on a dit, il s'est tu. Ashtika, chez le Rabbi Yossé, noledet minigud animtsa le'enav. Il voit ce qui se passe. Il voit la complexité de cette culture. Il préfère ne pas prendre parti. Il préfère se taire. Ben etzem ha'ma'asim sheyesh limatzeh ba'hem tzdadim tovim, kedivre Rabbi Yehuda. Quitte effectivement à ne pas suivre l'avis du Rabbi Yehuda et ne pas chercher à y voir des actes positifs, quels qu'ils soient. Aval beroto et à rishat aouma, quand il voit cette nation pourrie, et shovavuta, velevava, anishchat abolet, mimaasea amechoarim,
Là, pour ceux qui ont compris l'hébreu, nous sommes que des adjectifs agréables, positifs, dithyrambiques. Je m'explique, je traduis. Donc, cette nation pourrie, qui ne passe son temps qu'à être turbulente, de laisser cours à son cœur totalement désinvolte et totalement dépravé, eh bien, de laisser place, de laisser exprimer des actes profondément laids. Là, je vois pas. C'est Rabbi Yossé qui pense ça et qui dit ça. Oui, non, il se tait, mais c'est ce qu'il pense. Ah. La preuve, c'est qu'il se taise. Oui, il se tait, alors, enfin, il est dans la Parce qu'il sent qu'on peut pas le dire. Non, là, le cas, c'est dans le Midrash, mais tu as raison. Non, mais tu as raison. C'est que on peut pas avoir, on pense à l'échelle du peuple. Qui va être capable, et c'est une vraie question, qui va être capable de déceler ce qu'il y a de bien chez les Romains et de s'en servir uniquement à titre positif? Vous pouvez m'assurer que Internet est une bracha pour l'ensemble du peuple juif? Il y a une phrase terrible du Rav Kanievski qui dit est-ce qu'il y a des gens qui ne doivent pas affronter Internet? Il répond, il y a 80% des gens qui doivent affronter les défis que Internet leur propose et 20% des gens qui mentent. Donc 100%. Encore une fois, c'est un ustensile extraordinaire, mais dangereux. Il y a des réalités, encore une fois, qu'on ne peut malheureusement, vous savez, à quel point la vue peut être facilement souillée et blessée. Mais j'habite en France, on vient de France, c'est pas le pays de la pudeur extraordinaire. Il faut quand même anticiper ce que l'autre va. Enfin, oui, mais tu penses au peuple. Pas tout le monde est capable, pas tout le monde est en mesure, encore une fois, de déceler, encore une fois, avec cette finesse, ce qu'il peut y avoir de positif chez les Romains et ce qu'il y a de négatif, encore une fois, dans ce qu'ont apporté les Romains. Pas tout le monde est capable de le faire. Il s'est battu parce que, justement, il voit que l'implication, encore une fois, c'est ce que certains, même notre génération, proposent, il voit que ce qui est proposé à ce moment-là est trop dangereux pour le peuple parce que c'est dénué de sainteté. Très bien pu se taire et pour autant, comme Rabbi Yossé, et pour autant lutter contre ça. Alors que là, en fait, c'est en danger, quoi. D'accord, on va voir. On va voir, parce qu'encore une fois, il transmet cette parole de Torah pour les années. Mais tu as raison. Mais il est clair sur la pourriture de la nation romaine. Rabbi Houda, on l'a dit, Rabbi Yossé aussi, mais il préfère se taire. Mais il n'empêche qu'il sait pertinemment l'implication que ça a. Miyad yulad bekirbo, oto anigud amehorer et alev limchot al archavat gvul haresha. Rabbi Yossé, qui donc se tait, soit bien clair, se taire, c'est faire acte de silence, c'est pas ne pas avoir d'opinion. C'est ou qu'on soit d'un côté ou qu'on soit de l'autre. Mais c'est que si on attendait que tu suives Rabbi Houda en disant oui, effectivement, c'est extraordinaire, il se tait. Donc s'il se tait, c'est qu'il n'est pas forcément. Et qu'on insiste que dans la Gemara, on te dit Rabbi Yossé Shatak, et les Romains ont très bien compris, parce qu'ils vont l'envoyer à Tzipori, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il n'a pas dit une bénédiction. Il n'a pas loué l'orgueil mal placé encore une fois, de ces Romains. Donc il s'y oppose, sans le dire. L'archod est adavar atov ayoter galouy, il est clair qu'il émet un soupçon, même sur ce qui peut sembler, encore une fois, bien et positif, il y met un soupçon sur l'impact. Bemartaret chez la Récha, parce qu'encore une fois, tout cela est orchestré par quelque chose de profondément malsain. Chetetse, mitpashtut koach hamamlacha achet. Vous comprenez bien que qu'est-ce qui intéresse cet empire, à part, eh bien, à part une guerre de pouvoir, à part une guerre culturelle. Il ne faut pas oublier, encore une fois, ce qui peut avoir un aspect légitime, mais que chaque pays n'a de cesse de vouloir prôner la valeur absolue de sa culture. Alors, le fait que sa culture ait une valeur, je l'accepte, mais qu'elle soit absolue, certainement pas. Et si elle se considère comme étant absolue, c'est-à-dire dénuée de la présence d'Akash Baruch Hu, elle est automatiquement abjecte. C'est ça que ça implique. Enkan, et ça, kim le agloto le tzipuri. Je ne te tue pas,
je ne te monte pas sur un piédestal, mais va-t'en. Tu t'es tu, va-t'en. Makom, Sham, Lo, Irae. Entre guillemets, va dans un village, va dans un petit coin. Tu n'auras pas d'importance aux yeux du peuple, tu ne seras pas reconnu, tu ne seras pas. Eh bien. En réalité, en partant à Tzipori, il sera loin de tout. Il sera éloigné de toute la dépravation, de toute la cruauté, de toute la débauche qu'on va trouver chez la nation romaine. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est tu à ce moment-là, comme s'il vient de parler de la fenêtre ouverte, il s'est tu à ce moment-là par Hatzipuri. Tu n'auras pas forcément d'influence, mais tu pourras réellement dire ce que tu penses sur la nation romaine et évidemment tous les déboires que représente cette nation. Lo kolkar beyechusam el ameolelim anishratim. Et tu n'auras pas de lien avec ces Romains, tu n'auras pas d'interaction avec eux, mais tu pourras clairement dire ce qui doit t'en être. Tu dois t'en être. אולי ימצא בנפשו אז עצה איך לחבב את הנטיות הכלליות שברוח האומה. Et peut-être en même temps, il sera en mesure de penser là-bas comme Rabbi Yehuda et d'arriver à saisir ce qu'il peut y avoir de bien ou de pas bien. Vous comprenez bien que d'avoir une discussion au sein du Beth Midrash et sortir en dehors du Beth Midrash, ce n'est pas la même chose. Je peux prôner l'amour de Ham Israël, je peux aller enseigner à des soldats et des soldates en voie de conversion avec toute la mixité, toute la problématique que ça cause. Ce qui ne veut pas dire que je vais envoyer mon fils dans une école, et entendu si c'est ce qu'il voulait en plus, dans une école mixte pour qu'il puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse regarder à 17 ans plein de choses. Dans un endroit qui est suffisamment hermétique, pour le coup. D'accord ? C'est pas en contradiction avec ce que je pense, sauf que ça dépend à quel moment. Quel moment de l'histoire et à quel moment de sa vie on est en mesure de délivrer un tel message. Donc, comment est-ce qu'effectivement ce qu'ont apporté les Romains, eh bien, peut s'avérer nécessaire pour accomplir les desseins EINS de la nation de son peuple. Omnam, Père Rabbi Shimon, concernant Rabbi Shimon, il est Rabbi Shimon. Matsu et Rosh Pisgat Haevdel, Atsum. Ils ont trouvé, encore une fois, le summum de l'élévation. Comme tu as dit, s'y opposer. Il ne peut pas s'y opposer. N'oublie pas que quand Rabbi Shimon, il arrive, on est après la mort des 24 000 élèves. Les Romains ont assassiné les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon étant là. La résurrection, la résurgence, encore une fois, de cela. Donc, il est clair qu'il ne veut pas les se battre. Mais il est impératif qu'il ne perde pas de vue la parole vraie qui lui a été transmise par Rabbi Akiva. Elle passe par lui. C'est ça. Donc, il faut qu'il assure les générations. Et qu'il assure. Ceci étant dit, petit détail intéressant, que je ne vous ai pas rappelé, dans le traité de Avodah Zarah, il y a la même discussion. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que là-bas, ce n'est pas Rabbi Shimon qui parle et qui dit ce qu'il dit maintenant. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant. C'est le même Akadosh Baruch Hu qui va dire à Rabbi Shimon ici, après 12 ans dans la grotte, et que ses yeux vont brûler tout ce qui est autour, t'es venu pour brûler mon monde, retourne dans la caverne. C'est qu'en réalité, il y a une complexité, je répète, par rapport au déroulement de l'histoire. Combien de fois il m'arrive de répéter? Ceux qui veulent construire le Beth Amikdash demain, bah, je les aime bien, mais ils se trompent. On n'est pas encore prêt. Ce qui ne veut pas dire, d'un autre côté, qu'il ne faut pas monter sur le mont du temple, qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas soutenir ceux qui font certaines choses, parce que justement, c'est cette ambivalence constante dans l'histoire. On n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt. Tu vois que le peuple n'est pas prêt, ne serait-ce que parce que ça n'est pas au centre de la discussion, encore une fois, publique, au sein de la Knesset, au sein du gouvernement, au sein du peuple. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais je répète, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'être.
Et ça ne l'est pas forcément pour le moment. On a du travail, on est là pour travailler. Rabbi Shimon ne pense pas au présent. À la différence de Rabbi Yehuda qui est capable de penser au présent. Rabbi Shimon pense pour l'avenir, pense pour l'éternité. Dans la valeur de la Torah qui doit être authentique et qui doit être rattachée à la vérité, qu'est-ce qu'on pense de cet empire romain? Qu'est-ce que ça va créer en nous? Est-ce que ça va modifier à long terme, on aura gagné, comme on dit. Et ça modifie, encore une fois, l'aspect. Il y a une image que je souvent souhaité, c'est que on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire que nous sommes en train d'évoquer la problématique nouvelle, qui est une problématique morale, à savoir, est-ce que j'ai intérêt à aider mon prochain, par exemple? Cette question-là ne s'est pas posée à l'époque du premier Beth Amikdash. Est-ce que si j'ai fait une mitzvah, eh bien, j'ai une chance d'arriver dans le monde futur? Cette question-là, elle ne s'est pas posée au temps du premier Beth Amikdash. Parce qu'au temps du premier Beth Amikdash, il n'était pas concevable de faire un acte, si ce n'est pour l'expression du bien qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu, sans s'interroger, qu'est-ce que je vais y gagner? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, nous avons malheureusement été influencés par les Grecs, puis par les Romains, et donc il y a une sorte de recherche d'intérêt sur l'acte que nous allons commettre. Et donc automatiquement, on est obligé de s'interroger sur la motivation des Romains quand ils vont construire des ponts, quand ils vont construire des centres commerciaux. Ça, c'est clair ce que je vous dis? Et ce que fait Rabbi Shimon, il est au summum de ce lien avec la sainteté en se différenciant totalement, justement, de la vie des goïms. Je reprends. Matsa, matsu, et roche, pisgat aevdel, atsum, chez Iemshar, la atimo. On ne peut rien faire ensemble. Et donc, du coup, bien évidemment, ce qui sort de cela, c'est que si on ne peut pas négocier avec Rabbi Shimon, si selon l'avis de Rabbi Shimon, c'est ou lui ou nous, parce que c'est ça qui va en sortir en fait. Donc, il va mourir. Puisqu'il ne peut supporter une seule seconde l'idée que nous puissions eh bien, lui influencer Israël d'un point de vue culturel. Achab, qui n'a chaud Kedosha, et c'est spécifique à Rabbi Shimon. Il a une âme tellement animée par la sainteté, Shaitak Shura Bematzava Kedusha israélite, Mitzad Or Elohi Shalamo. Encore une fois, il parle de Ham Israël avec un grand amour d'Am Israël. Le Ham Israël, le peuple juif, est le peuple de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est naturellement, profondément animé par la sainteté. On ne peut pas négocier. Pourquoi lui poser des questions que font les Romains? Mais parce qu'ils ont une influence sur nous. On est à une période à ce moment-là où ce sont les Romains qui dirigent. Et n'oublie pas un petit détail, c'est que les Romains, si tu l'ignorais, n'ont qu'un seul but, n'ont qu'une seule volonté, nous avaler culturellement, avoir l'hégémonie culturelle sur le monde entier. C'est pas que se protéger, c'est en quoi le projet divin, encore une fois, eh bien, peut aller en parallèle avec ce que font les Romains. Est-ce qu'on peut en servir? Est-ce que ça peut être utile pour nous pour poursuivre ce projet divin? Mais l'hégémonie romaine ne permet pas cela. La pensée des Romains, la pensée du wokisme, la pensée, ce que tu veux, postmoderne, elle ne permet pas la liberté de penser, la liberté d'expression. C'est ce qu'a pressenti Rabbi Shimon. On n'est pas en train d'avoir une discussion tout à fait honnête et cohérente entre eux et nous. Dois-je rappeler quand même, parce qu'on est dans la suite, vous n'avez pas regardé comment ça, l'américain, l'investiture du nouveau pape américain. Vous n'êtes pas normaux. Mais le monde entier a regardé. Le monde entier s'est ému de cette fumée blanche qui est arrivée. Et nous, on s'en fout. Donc, c'est même pas en plus de cela, allez, je ne vais pas regarder. On s'en fout.
Et le monde entier, là. Nous, on s'en fout. Tu vois bien que d'un point de vue politique, cela a créé quelques désagréments. Ben oui, le président israélien a présenté ses condoléances, mais c'est tout. Il n'y a eu aucune délégation israélienne qui est partie au Vatican, par exemple. Mais ils n'ont pas aimé. Tant mieux qu'ils n'aiment pas. Il n'a pas aimé. Évidemment qu'ils n'ont pas aimé. Évidemment qu'on s'en fout. Mais c'est pour vous montrer qu'on est à un stade, bon, Hachem, aujourd'hui, qui est différent de celui qui était il y a 2000 ans. Je suis navré quand tu me dis encore une fois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que par rapport aux Romains? Non, mais je veux dire encore plus que ça. C'est encore plus que ça. Quand on est en train d'entendre des propos qui disent, tu comprends, sans Donald Trump, qu'est-ce qu'on va faire? Et cette phrase-là, excusez-moi, je ne l'ai entendue pas une fois, 15 000 fois, je l'ai entendue. Donc, on est obligé de se positionner. La Torah est obligée de se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? Sous-entendu, est-ce que le peuple est assez fort pour dire aux Romains, pour dire à Esav, l'Ech, la Azazel, comme son nom l'indique? Ou alors on n'est pas capable de le faire. Alors, ou on n'est pas capable de le faire parce qu'il faut être stratégie politique, il faut faire attention à ce qu'on dit, ou alors on n'est pas capable de le faire parce que la Torah, elle est plutôt mitigée par rapport à cela. C'est ça la nuance. Justement, la Torah n'est pas mitigée. La Torah dit clairement. Que dit Rabbi Shimon? Il dit la Torah clairement. Pour autant, je veux dire, moi je pense que Hachem met sur notre route également des alliés, entre guillemets, peut-être pendant un certain temps, après d'autres, mais on utilise ça dans notre intérêt. Encore une fois, à l'échelle de la nation, tu as raison, mais l'influence, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, l'influence culturelle est tellement envahissante qu'elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse et que cette influence-là, encore une fois, tu ne peux pas l'étendre à l'échelle de la nation tout entière. Moi, j'ai confiance au peuple d'Israël et j'ai confiance. Mais tu as raison, mais c'est justement parce que Rabbi Shimon a confiance dans l'âme d'Israël qu'il est capable de dire non, pas a posteriori. De dire que justement dans sa volonté de vérité optimale, il est impératif que nous ne perdions pas de vue ce que nous sommes. Je répète, les implications, les implications d'avoir fondé un État d'Israël et de ne pas penser une seule seconde qu'il a d'abord pour vocation d'être animé par le Kodesh, pas tel qu'on le ressent, mais tel que la tradition d'Israël enseigne, tu comprends que ça a des implications et des problématiques jusqu'à aujourd'hui. C'est en train d'arriver, je veux dire, dans l'armée. C'est ça. On sent ce mouvement. Et tu comprends que ça a été compliqué pendant des milliers d'années, et aussi, même depuis notre avènement, depuis le retour du peuple juif sur sa terre. Achab. Donc, je poursuis. Donc, kepi aromemut ayoter eliona, kepi otamida, chez Israël omdim leitalot alea. La grandeur d'Israël, comment Israël est censé s'élever. C'est-à-dire que selon les propos de Rabbi Shimon, en réalité, ça ne convient pas au peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple animé d'une grande sainteté. Il ne peut pas s'abaisser à ces vulgaires. Ça, c'est Rabbi Shimon. Il n'est pas en train de s'interroger, est-ce que je risque ma vie en disant un propos pareil ou non? Ce n'est pas ça qui l'importe. C'est la parole vraie, authentique de Torah. Et si on n'avait pas été influencé malheureusement par cette culture-là, on peut le voir aujourd'hui, mais on ne serait pas en train d'être méprisant ou dépréciatif à l'égard de la valeur de la Torah. C'est un exemple malheureusement qui est percutant. Donc, chez Israël omdim leitalot alea, bizman ayoter shalem, dans un temps qui va être meilleur pour Israël. Chez Az, Arisha, qui a Hachan Tichlé. C'est que là, pour reprendre ton propos, on pourra prendre ces influences culturelles de la part de Esav, mais quand on sera en position de force, la difficulté de faire un accord quel qu'il soit avec quelque nation que ce soit, c'est s'il est fait en position de force ou position de faiblesse. Quand on est conscient qui est Israël, c'est que le peuple est conscient qui est Israël, on peut tout à fait profiter des apports culturels des nations. C'est pour ça qu'elles existent.
Simplement, on le fait en position de force. Pas parce qu'on n'a pas le choix, pas parce qu'on doit se soumettre à eux, ce qui n'est pas le cas à l'époque du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Donc c'est cela. On doit s'élever quand la pourriture, elle, comme qui est Hachan Tichlé, comme la fumée blanche, fumée, elle va disparaître totalement. Ou aya ne'ela mikol hacheshbonot shel hahove ve'hamitziut amara shebeyamav. On s'élève au-dessus de toute comptabilité, de toute stratégie, encore une fois, de cette réalité amère dans laquelle on se retrouve à son époque. Cette situation, quand on se retrouve à dire, si on n'avait pas les Américains, où on serait, alors qu'il y a quand même à l'avènement de l'État, on avait une situation militaire beaucoup plus fragile qu'aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, on n'est pas suffisamment confiant de ce que nous sommes. Donc on a créé une situation de dépendance. On a créé une situation où on va demander l'avis de Esav avant d'agir. Qu'il puisse y avoir un article dans les journaux en disant que le président américain, eh bien, estime que c'est pas une bonne chose d'attaquer Gaza, on a envie de lui dire, j'ai ta mère. Que Macron ait décidé avec l'Arabie Saoudite de déclarer que l'État palestinien, mais on s'en fout. Ça ne devrait pas avoir d'impact sur nous. Kim, Ayaomet, qui c'est là, Eitan, justement, au lieu d'être dans une position de faiblesse, et qu'on soit capable de se tenir comme un rocher fort, les chazek, les hamet, c'est roi Hachem, d'être animé par la force d'Akadosh Baruch Hu, Asher al Israël, Alpi atachlit ayoter eliona. Qu'est-ce qu'il nous importe de faire? Je réponds, pourquoi il ne s'est pas battu? Non, il est en plein dedans. Ce que ici nous dépeint le Rav Kook, c'est qu'en réalité, tu veux donner une solution au problème, tu dis les choses avec véhémence, avec force, pas pour affaiblir le moral de l'Am Israël. Au contraire, je défends la thèse combien il est impératif de dire, mais vous savez qui vous êtes. Vous êtes Am Hashem. Avec peine, je vous le dis, il est évident que certains, malheureusement, même des gens avec une kippa sur la tête, ne sont pas prêts à entendre ce genre de propos. Il y a aussi la façon de le dire, parce que si avec ses yeux, il brûle tout, bah, je veux dire... Attends, on n'est pas arrivé là-bas. On arrivera là-bas. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans la caverne. Ou mitzad anekudahi, yotse ameisa, encore une fois, on ne peut pas supporter la laideur et l'abomination à Zoéma chez Esav Aracha, que la nation de Edom, la nation de Esav, Sharouiba, Imkol Pshitat Alfav. Il va montrer, vous savez, Pshitat Alfav, il va montrer ses pieds. Il a des sabots fourchus. C'est bien le cochon. Il est pur, il est tahor. À l'intérieur, il est pourri. Il n'est pas ruminant. C'est pas? Il va montrer patte blanche. Il va montrer sa maison, la maison blanche. Elle est belle, sa maison. Mais intérieurement, c'est pourri. Ve'et Esav Saneti. On se rappelle dans la prophétie de Malachi, on l'avait étudié ensemble. Yaakov, je l'aime, Esav, je l'ai haï. Qui est-ce qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand vous osez dire, Imkol Akavod, du monde occidental, du monde américain, de ce que vous voulez, tu vois, mais ils sont quand même sympathiques avec nous. Non. La question n'est pas de savoir s'ils sont sympathiques avec nous, c'est quel va être leur intérêt. Parce qu'il y a un présupposé essentiel, Esav, Sonel et Yaakov, Alacha. Donc, quand un dirigeant américain, quel qu'il soit, occidental, quel qu'il soit, me laisse entendre qu'il a de l'affection à mon égard, je suis suspicieux. Esav, Sonel. Sonel et Yaakov. Alken, Matsubo. Ça veut dire non, dans le Midrash, que Esav, Sonel et Yaakov, c'est Rabbi Shimon. Je ne crois pas que c'est Rabbi Shimon, mais ça va tout à fait dans le sens de ça. Esav, Sonel, Esav est la. Mais c'est plus que Yaakov. Il est la dimension même de Yaakov. Parce qu'il n'y a pas écrit sonner et Yaakov, mais sonner les Yaakov. Comme les Rachakamucha. Il est l'essence même que représente Yaakov. Et donc, automatiquement, Alken Matsubo est Oyev, évidemment,
Du coup, les Romains ont vu dans Rabbi Shimon leur pire ennemi. Puisque je répète, il est l'antithèse de ce que représente Edom. Kim oivi oivam banefesh yoter ne'eratz. L'ennemi le plus virulent, le plus terrible. Chez LMDR leinatzel memenu, en aucune manière ils ont une possibilité d'être épargnés de lui. Kim aliede ariga. La seule solution qui a à permettre, eh bien, de se libérer de Rabbi Shimon, c'est le tuer. Qui est le vrai ennemi aujourd'hui en Israël? En tout cas, jusqu'à il y a 3-4 ans, ce qui est moins le cas aujourd'hui, Baruch Hashem, j'espère. Mais qui est l'ennemi véritable d'Israël? Je vais vous surprendre. C'est le monde religieux sioniste. Vous pouvez pas dire une chose pareille, nos frères juifs. L'ennemi j'en fais partie, hein, c'est pas le truc. L'ennemi profond de ce que certains voudraient pour l'État d'Israël, c'est le monde religieux sioniste. Ah non, mais d'accord, là vous êtes en train de modifier le truc. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. J'ai répété juste ce que j'ai dit, peut-être que ce n'était pas clair, je répète. Je n'avais pas compris. C'est ça que je dis. Parce que quand nous avons affaire à quelqu'un qui est animé par cet idéal du retour en Eretz Israël avec tout ce que cela implique, tu peux monter, tu descends, ne bouge pas. D'accord. Et c'est très embêtant. Si certains milieux au sein de la nation hébraïque se disent je me préoccupe de moi, de ma yeshiva, si d'autres je me préoccupe de mon yoga, il faudrait nuancer bien évidemment, mais l'idée, nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Parce que ce n'est pas la Torah qu'on a reçue. Ce n'est pas justement, en l'occurrence, la Torah du Rav Kook. Mais le cœur de la Et c'est ça. Mais je ne veux pas être prétentieux, parce que ça a un côté un peu prétentieux. On est intéressé au peuple. On n'a pas la masse critique. Ça va arriver. C'est très la complexe. masse critique, mais on a Hachem, donc ça va mieux. Et c'est ça la complexité. Donc, il voit bien, encore une fois, la Havdil, que cette nation romaine ne voit pas d'autre option, je répète, que de tuer Rabbi Shimon. Donc, Shimon, chez Gina, il y a un règle. Donc Shimon, il est. Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il est d'Atiloni. Tu avais un doute sur le dessus, tu avais un doute. Rabbi Akiva, je te rappelle, son maître, il est une autorité extraordinaire en Torah, et il a envoyé ses élèves à l'armée. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il y a plus clair que ça. Qui Beitalut Atov, quand le bien, encore une fois, s'élève, le bien authentique se relève au grand jour, Michol Amikrim Shebachaim, Midgale Sinatara Ela Betzem Tokpo. Rabbi Shimon est l'expression la plus optimale de la haine du mal dans toute son essence. Donc, il ne peut, encore une fois, que s'y opposer. D'accord? C'est clair? Bon, continue. Il y a des questions jusque-là? Ah, ça suit? Non, c'est bon, c'est clair. Là, on essaie d'expliquer toute cette agada qui est dans la Gemara, on l'explique avec le regard du Rav Kook. Maseret Shabbat. Tu vas rigoler? Quelle page? La Met Gimel. Et pourquoi c'est rigolo? Non? Ah oui. D'accord? Amour de la Met Gimel. Donc on est en plein là-dedans. Et c'est extraordinaire parce que le Rav Kook, il donne vraiment un aiguillage. C'est ce que j'aime beaucoup dans les Naya. La vérité, c'est que quand on étudie les Agadot de la Gemara avec le Rav Kook, eh ben on se dit, après avoir étudié, et comment on aurait pu comprendre autrement. C'est d'une clarté extraordinaire. D'accord? Et nous, on se dit, après avoir étudié avec toi, parce que sinon. Non, mais c'est clair. Non, Non, mais ce que j'ai expliqué, ça va, c'est clair. D'accord? Non, c'est pas clair? Alors ça, donc, qu'est-ce que va faire Rabbi Shimon? Il va en fait Midrash. Les Romains, ils vont m'enquiquiner, ils vont m'empêcher quand même d'étudier la Torah tranquillement et de transmettre des enseignements importants. Il n'est pas en train de fuir. Vous voyez, Resh Samer Dalet, Azal, Hu, Oberei, Tachou, Bi, Midrasha. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Shimon, Brei, avec son fils, ils vont en Beth Midrash. Qui me foutent la paix. Amonei Asigo, je me savais à Adon Kolamasi, Baruchou, par d'Akadosh Baruchou, bien évidemment, la manière dont l'histoire est gérée, on ne comprend pas toujours comment est-ce qu'Akadosh Baruchou gère son monde, mais en tous les cas,
הם הולכים תמיד להעמיד כל עניין של על מכונו ומקומו. Il faut bien comprendre que quand il y a quelque chose, encore une fois, qui est aussi fondamental pour le sens de l'histoire, Akadosh Baruch Hu ne permet pas qu'il n'y ait pas déjà, j'ai envie de dire, le remède qui se met en place avant la maladie, avant tous les débords qui pourraient s'y atteler. Par conséquent, si on a l'impression qu'il va fuir, en réalité, il n'y a pas écrit fuir, il y a écrit Azal, il s'en va. Il va au Beth Midrash. Il faut qu'on mette en place la solution au problème, pas pour moi, parce que la preuve, il ne va pas tout seul, il va avec son fils, pour transmettre ses paroles pour l'avenir. Et Kacher, les Fiamala Eliona, chez Koché Elion Alalou, grandeur de ces maîtres extraordinaires, Lo ayu avir haola, vasviva, avayat muksherim lekabel et al rachatam eliona. En fait, le monde n'était pas encore prêt à entendre et à percevoir la valeur extraordinaire de ces maîtres. C'est malheureusement une réalité qui, j'ai envie de dire, a suivi les plus grands maîtres de toutes les générations, ou à la génération du Rav, eh bien, la génération n'est pas encore prête à l'entendre. Ça a été le cas du Ramchal, ça a été le cas du Rambam, et encore d'autres. Et pourtant, il est fondamental qu'il énonce cette Torah pour la transmettre encore une fois à son fils. Mais la pensée de Rabbi Shimon se veut, semble-t-il, trop dure pour la génération qui vit à l'époque de Rabbi Shimon. Amoché al kol asdarim shel hametziut v'hamishtar ha'oveh. Puisqu'encore une fois, Rabbi Shimon ne se préoccupe pas du présent. Il est prêt à effacer toute cette réalité politique du présent parce qu'il ne se consacre uniquement qu'à l'avenir. Ce que je répète alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est très dangereux, c'est quand on dit on va construire le Beth Amikdash demain, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est de ne pas en parler. C'est clair? Et encore plus à notre génération. וכל זמן שדעות גדולות אינן ראויות להתקבל ולהתמלא בפועל, tant que de grandes idées ne sont pas prêtes à être entendues, à être acceptées, à trouver leur place dans ce monde concrètement, yesh chisaron gamken vema shel mitgalot. Du coup, il ne faut pas les révéler. Qu'est-ce qui se passe quand on prend traditionnellement des livrets Torah que le monde n'est pas encore prêt à entendre? On les met à la Gnisa, on les enterre, jusqu'au moment où ils sont prêts à être entendus. D'accord? C'est l'image de la Gnisa. Oui, je vois. Ouais. Parce qu'encore une fois, le monde n'est pas capable d'entendre. J'ai l'impression, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'il y a toujours un décalage sur les idées des rabbinim ou leur présence, qui est comme décalée dans le temps par rapport à leur époque. Tout à fait. Et plus nous nous rapprochons de la fin de la Géoula, plus le décalage entre le Rav et la réalité concrète à laquelle nous vivons devient de plus en plus restreint. Il a fallu 1000 ans pour comprendre à quel point le Rambam est extraordinaire. Il a fallu déjà 800 ans pour comprendre à quel point le Maharal est incontournable. On a pu déjà un petit peu s'en rendre compte. Le Rav Kook, il a fallu 80 ans. Et encore, on n'a pas fini. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, à ma connaissance, que le Rav Kook, même il commence, ça y est, sauf à être traduit en français même, certains, il y a 2-3 droits qui ont été traduits, commencent à entendre une parole que le monde est prêt à entendre, est prêt à écouter. Ah, ils auront beaucoup moins de problèmes à étudier le Rav Kook que d'après le Rav Kook lui-même, ils auront beaucoup moins de problèmes à l'étudier. Okay. Chassidim, okay. Il a une influence par sa mère et chassidique. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, évidemment, ont du mal à l'écouter parce que toute sa parole, elle tourne autour de la nation. En tous les cas, il est certain que la Torah du Rav Kook, vous savez, il y a une anecdote que j'aime raconter, justement. La Torah Tassod,
Je vous donne la Torah Tassod, le Sod en hébreu, c'est la notion d'unité. Quand on parle de la Kabbalah, c'est justement le point, n'est-ce pas, qui nous rattache profondément à Kadosh Baruch Hu. J'aime toujours citer le fait que en hébreu traditionnel, on parle du Mekoubal quand on parle du kabbaliste en français. Le Mekoubal, c'est celui qui a pour aspiration à faire partie du club divin. Hein? Le kabbaliste, ce qu'il importe, c'est lui. Je veux vivre l'expérience mystique de la Kabbalah. Chez nous, il n'y a pas de kabbaliste. Il y a des Mekoubalim. Je veux arriver à reproduire l'expérience prophétique prodiguée par Akadosh Baruch Hu dans la réalité du monde dans lequel je vis. Ça, c'est Rabbi Shimon, évidemment, Mekoubal par excellence. Donc, il veut vivre l'unité du projet divin sur terre. Seulement, le monde n'est pas encore prêt à cela. De par l'exil romain qui va s'annoncer, de par la conception romaine qui, je rappelle, va vous dire ce qui est à Dieu, donnez-leur à Dieu, mais ce qui est à César, donnez à César. Alors que nous avons cette conception de dire Hashamaim Lashem, Baaretz Natan Livna Adam. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la conception de Rabbi Shimon, enfin, des Teilim et de Rabbi Shimon, qui va à l'opposé de ce que vont dire justement les Romains. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on parle 2000 ans plus tard, après Rabbi Shimon. Vous avez une tension terrible entre deux courants dans le monde ashkénaze, deux courants donc dans le monde ashkénaze qui vont prodiguer la Torah de manière très différente. Vous avez la dimension qu'on va appeler lituanienne, les Tnagdim, et la dimension chassidique qui va se forger avec tout ce que ça va impliquer. Et pendant plusieurs générations, ça a été très difficile de se rencontrer même. Il y a eu une tentative à l'époque du Gaon de Vilna de rencontrer le Balatania, ça n'a pas marché. Avec le Rav Chaim de Vologine, l'élève numéro 1 du Gaon de Vilna, ça a été un petit peu évoqué. Mais ce qui était formidable quand même, c'est qu'au moment de la restauration de la nation, qui est en chemin, qui est en processus, vous avez un juif très sympathique, que j'affectionne particulièrement et que j'admire bien évidemment, dont le père est lituanien et la mère, elle est Chabad. On a l'expression de cette unité que je suis en train d'évoquer. Ce personnage en question, c'est le Rav Kook. Justement, au moment de la restauration de la nation. La volonté de Rabbi Shimon, c'est que cette Torah, encore une fois, soit pleinement vécue dans sa dimension, je répète, d'unité, sauf que le peuple n'est pas encore prêt à l'accueillir, cette Torah-là, à ce moment-là. D'accord? Regardez la suite. Yesh chisaron gamke, mais mach el mitgalot, puisque le monde n'est pas prêt à l'accueillir, donc ça va être un problème de le dire. Ki moridim az otan merkan ou mikvodam. On est obligé de traduire. On est obligé, pas de traduire seulement sémantiquement, de traduire à une mentalité qui n'est pas prête à l'entendre. Je sais pertinemment que de faire un cours sur Enaya en français, et je me casse les dents. Et c'est pas grave, on avance. Mon objectif n'est pas de vous transmettre une parole magistrale, c'est qu'on essaye modestement d'étudier ensemble ces enseignements de la Gemara, du Rav Kook, qui sont à mes yeux extraordinaires, et qu'on peut arriver à déceler malgré tout la même pensée. Mais si on n'est pas habilité à le faire, je ne ferai pas ça avec des enfants, en tout cas pas sous cette forme-là, avec des enfants de Kita Aleph, de classe de CP. Évidemment. Kevan, Sheyefchar, Sheyukar, Yukran. Leur valeur ne va pas être reconnue comme telle. Kolzman, She'aycholot, She'aycholet, Einena Mesayat, Veod, Menagedet Lehen. C'est qu'on n'est pas capable mentalement de comprendre a priori ce que va dire Rabbi Shimon à ce moment-là, donc on ne le dit pas. Et je me permets d'indiquer que je n'enseigne pas, on n'est pas en train d'étudier ça avec des gens qui vivent en France, on est en train d'étudier ça avec des gens qui résident en Israël et qui sont au courant, qui sont attachés, qui sont intéressés à la vie de la nation. Et donc avec tous les défis, évidemment, qui y sont lancés. C'est ça qu'on va nous dire. Dire ça à n'importe qui, ce n'est pas le moment. Donc, il a très bien compris.
il faut qu'on prépare les bases de l'avenir. Donc, on va au Beth Midrash. Al-Ken hayta zot ha'etza eliona shehayu hem tzfunim bebate hamidrash. Ils vont se cacher au Beth Midrash. Vesham lifnei yechidei zbula yodiu, et donc devant des gens triés sur le volet, comme on dirait, yodiu et marachot levavam ha'elionot. Ils vont enseigner tel Moshe qui va transmettre les derniers enseignements à Yoshua, puis aux Ekenim, puis aux Chachamim, parce qu'il faut que la Torah se poursuive. Vous savez pertinemment que depuis la mort des élèves de Rabbi Akiva, les derniers qui arrivent à retransmettre la Torah de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yosagali, c'est Rabbi Meir, c'est eux. Donc il est impératif de ne pas perdre de temps. Il faut que le maillon dans la chaîne, il se poursuivra de toute façon. Mais il faut qu'il se poursuive et qu'on ne perde pas de temps. Donc, donc ceux qui sont prêts à l'entendre, encore une fois, c'est-à-dire eux qui sont comme Rabbi Shimon, aussi tournés vers l'avenir et comprennent à quel point la parole de Rabbi Shimon est très importante. Afalpi, Sheinam Kokartovo Erech, Kema'alatamhem. Il est évident qu'ils n'ont pas la valeur, ils n'ont pas l'élévation ni de Rabbi Shimon, ni de Rabbi Elazar. De la même manière que quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu et l'a transmise à Moshe, et l'a transmise à Yoshua, il y a déjà des lois, si je puis dire, qui ont été perdues. Parce que Yoshua, c'est pas Moshe. Si on dit Moshe qui ressemble au soleil, Yoshua, c'est la lune. Il reprend la lumière, n'est-ce pas, qui a été diffusée par le soleil. Donc, on a la même idée. Il est important de poursuivre le monde. Michol Makom, Yavo Ben Kach Machashavot Agedolot, donc des pensées, des grandes pensées vont venir. Les Yadei Eizoïd Pashut Vachava, encore une fois, tout ce que va dire Rabbi Shimon, mais c'est de l'or. C'est de l'or impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui, certains, ça fait rire. La Kabbalah, le Zohar. Mais il est évident qu'ils sont conscients de quelque chose de grand, eux-mêmes qui ignorent le contenu parce qu'ils ont peur de l'étudier. Alors qu'en réalité, on n'a pas peur de l'étudier. On le regarde, c'est écrit en araméen, on peut l'étudier. Une fois, jusqu'au moment où le monde sera pleinement habilité à vivre et à recevoir cette parole. Une fois, pour le moment, c'était très limité. Donc, peu de gens ont participé à cette discussion au sein du Beth Midrash, mais malgré tout, encore une fois, j'insiste, une parole qui est prête à être retransmise. Ça a laissé une empreinte indélébile au sein, encore une fois, du peuple pour toutes les générations qui vont suivre. Les Ma'an, les Charou, les Orot, les Dorot, Achronim. Achronim, c'est-à-dire de la Géoula, là, maintenant. Kesheyu, Tzrichim Leora. Quand on aura besoin de cette luminosité, eh bien, on saura s'en éclairer au moment opportun. De cette lumière. C'est ça qu'il y a un livre qui s'appelle Orot. C'est Rav Kook. Après le Rav Kook, donc maintenant, est-ce qu'on avait Rav qui... Son fils au niveau des 3 maîtres qui ont été évidemment les élèves du Rav Kook les plus fondamentaux, ça a été le Rav Tzvi Yehuda, ça a été le Rav Sarlap et ça a été le Rav Anazir. Mais aujourd'hui, on a les élèves des élèves qui se poursuivent au régime. Et c'est toute une école de pensée et tout n'est pas encore sorti. Mais c'est ce que j'ai souvent dit avec admiration. De la manière qu'on voit Rabbi Shimon qui va donner les préceptes à son fils pour tout étudier, eh bien, dans une mesure justement qui est tout à fait similaire, je suis toujours admiratif de voir qu'il n'y a pas un seul sujet constitutif et essentiel pour la nation hébraïque, et aussi pour l'individu, même sur plein de points, qui n'a pas été traité par le Rav Kook. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de savoir s'il y a d'autres gens après lui. Le Rav Kook est une lumière, mais insolite. Elle est extraordinaire. Et quand on dit après, quand tu dis pour sa génération ou notre génération, non. Le Rav Kook a tout dit déjà. A tout écrit, a tout compilé, a tout unifié. Et encore plus, je ne fais pas de pseudo-chassidoute. La grandeur du Rav Kook, c'est d'arriver, comme je le dis souvent, d'avoir pris tous les maîtres qui ont précédé et d'avoir montré l'unité qui rattache ces différents maîtres.
C'est-à-dire que plus on étudie le Ramban, le Rambam, le Ramchal, Rabbi Tzadok Milublin et d'autres, plus on voit la grandeur du Rav Kook. Et justement, et Rabbi Shimon, c'est ça. On n'oublie pas que Rabbi Shimon, je répète, c'est l'élève de Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Shimon sans Rabbi Akiva. Dès son plus jeune âge, il posait des questions, encore une fois, au grand maître. N'oubliez pas un petit détail. C'est qui le beau-père de Rabbi Shimon? C'est Rabbi Pinchas Ben Yair. Sa mère est descendante de Hillel Hazaken. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, encore une fois, qui a une origine, une ascendance profondément extraordinaire. Excuse-moi. Je sais pas si c'est une question. Je t'en prie. L'avancement la période pré-messianique, elle est quand même liée à la grandeur des raves de l'époque. Enfin, non. On a besoin de ces raves pour arriver. Oui, mais non. D'Afka, à l'époque messianique, la vérité sera quasiment introuvable. La vérité sera quasiment introuvable à l'époque messianique. Non, la vérité est difficile. Chacun a sa vérité, chacun dit son propos, chacun. Ben oui, mais c'est parce qu'on étudie ensemble, donc évidemment ça. Mais la vérité, il faut reprendre ce que dit Stan, pas tout le monde est d'accord avec la manière de regarder, de scruter la génération de l'Alliance. Et des grands rabbinim aussi qui s'y sont opposés. Ben, je te dis que ce n'est pas trop la jouer, mais la réalité, c'est que c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a du bien dans plein de domaines et c'est très complexe, encore une fois. Arriver à transmettre cette parole authentique, c'est compliqué. La génération de la Géoula, tu le dis dans la Tefila, fais en sorte que les yeux soient capables de voir. Comment ça serait possible? Mais parce qu'il peut tout à fait être envisagé qu'au moment où la Géoula, elle arrive, comme il y a des alliances, des ambivalences de luminosité et d'obscurité, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on regarde. D'accord? C'est ça qu'est la complexité. Rabbi Shimon donne les éléments, encore une fois, les plus essentiels. Je me permettrai de dire, et on va le voir maintenant, enfin, on n'a pas le temps, sur le fait que Rabbi Shimon, quand il va aller dans la grotte, ou là, que tu vas Midrash, il ne se préoccupe de prime abord pas de tout ce qui relève du rapport extérieur. On va le voir dans 2 minutes. C'est sa femme qui lui apporte de l'eau, c'est sa femme qui lui apporte les denrées. Il est caché au Beth Midrash et étudie, encore une fois, cette volonté de transmettre malgré tout, tel que Rabbi Akiva qui a transmis jusqu'à la fin en prison. Il y a une idée essentielle. Mais, j'ai envie de dire, tel Noach dans l'arche, Rabbi Shimon va se retrouver dans la grotte. C'est important de préparer un nouveau monde pour l'avenir. Ça, c'est la comparaison du Ramchal. Il fait ce parallèle entre Noach et Rabbi Shimon. Et je me permettrai de dire, en ajout à cela, si vous me permettez l'image, Rabbi Shimon, il n'est pas dans la grotte. C'est nous qui vont dans la grotte. Rabbi Shimon, puisque Eliyahu Nevi va venir nous parler, il est dans le monde, encore une fois, dans la vérité absolue à transmettre à toutes les générations pour l'avenir. Mais la difficulté, encore une fois, c'est de ne pas pouvoir voir la vérité en face et d'être aveuglé par ces pseudo-étincelles que nous propose Rome. C'est ça toute la difficulté. C'est mieux que tu dans le noir, on va dire. C'est ça, oui. C'est ça, j'ai un peu le sentiment là, de ton temps. Achab, regardez la suite. Donc, Kol Yoma, Avet Meitei Lahav, Resh Samech Hei, pardon. Vous l'avez, d'accord? Resh Samech Hei. Kol Yoma, Avet Meitei Lahav de Veitehu, Revita Vechouza, de Maya Vekafé. De Veitehu, c'est sa femme. Donc, chaque jour, sa femme, elle lui apporte un morceau de pain et un broc d'eau. Causa de Maya. Attends, pas encore. Là, on n'est pas encore dans la grotte. Là, on est au Beth Midrash. Donc, il va au Beth Midrash. Et sa femme,
se préoccupe clairement de lui apporter ce qui est nécessaire. Yeshna ma'amadim gdolim, she'adam hagadol tzarich leit'alot behem. Encore une fois, à ce moment-là, il est justement coupé de la société. Il ne se préoccupe que de toi. Pourquoi je prends toujours le Rav Kook en parallèle? On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Le Rav Kook estime que c'est le bon moment pour écrire un livre sur les lettres hébraïques. Resh Milim. D'accord? Sur la valeur, sur le sens, sur la cohérence, la cohésion des lettres hébraïques, des points de la grammaire hébraïque et de la compilation des versets. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. On n'a que ça à s'occuper. Ça irait un petit peu dans le sens des chassidiques qui, justement, restent enfermés dans leur... Oui, mais ce n'est pas chassidique. C'est ça. C'est préparer l'avenir. Je pense que c'est ce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. On sauve la communauté. Toute la dimension de la chassidoute, elle a été forgée d'abord et avant tout dans une dimension d'exil. Ce n'est pas le cas de Rabbi Shimon. Et ce n'est pas le cas du Rav Kook. Le Rav Kook a vu dans la Grande Guerre qui arrive l'horreur avant la pleine réalisation de l'avènement messianique. Tu vois, il n'est pas dans la période d'exil. Il n'est pas dans. Il faut qu'on sauve les Juifs. Pour qui s'est écrit un livre comme celui-ci sur les lettres hébraïques, si ce n'est pas pour des gens qui sont bercés à la Kabbalah et qui. Je l'ai étudié. Bon, ce livre, c'est pas tout fini, mais j'ai étudié. C'est d'une complexité extraordinaire et d'une précision extraordinaire. Justement, c'est pas enfermé dans un monde. C'est en réalité faire découvrir des luminosités qui vont s'avérer fondamentales dans le futur. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des lettres, quand on arrive à la Première Guerre mondiale, il faut comprendre la valeur des lettres. Le sens des lettres hébraïques. Ce qui n'a rien à dire. On ne sait pas, on se coupe du monde, j'insiste, pour y rester en dehors. On se met en retrait pour préparer l'avenir. C'est clair cette nuance? C'est ce qui va obliger, justement, de se couper, de se mettre en retrait. La société à laquelle il se retire, et même de la vie de famille, puisqu'il est avec son fils, il n'est même pas avec sa femme. Et ce n'est pas du tout l'idéal hébraïque. Je reprends entre parenthèses. Vous voyez dans la suite, dans la cohérence. Moshe Rabbeinu, quand Myriam vient essayer de résoudre le problème de Shalom Bayit, n'est-ce pas, qui existe entre Tzipora et son époux. Elle ne saisit pas pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Il est tellement investi dans une mission, ce n'est pas halakha pour le peuple, et pour Moshe Rabbeinu, c'est un fait établi. Donc non seulement, effectivement, on se coupe de la famille, on se coupe de la société, on se coupe même de demandes de plaisir, des sens. Mipne, Azvia Adola Shenafsho, Sevea Betova Ora Elohi, Shel Achochma, Veadea Ateora. C'est pas qu'il veut souffrir, il n'est pas chrétien, mais il est tellement rassasié de cette lumière divine qui l'anime qu'il n'exprime pas le besoin de se rattacher à une vie sociale à ce moment-là ou à un plaisir physique, c'est-à-dire de la nourriture, etc., plus que le nécessaire, parce qu'il est rattaché à autre chose, il n'est pas là. Ça veut dire qu'il est dans le futur déjà. Évidemment, cela ne pourrait pas se faire sans la providence divine. On ne prône pas l'idée de se couper du monde. En aucune manière, un homme, aussi grand soit-il, pourrait aspirer à se couper du monde. D'accord? Et il y a des êtres exceptionnels. Vous savez que le Rav Nazir, il n'a pas vu son épouse à cause du rideau de fer, etc. Sa fiancée, puisqu'il a vu son épouse, Baruch Hashem,
eh bien, pendant quand même, je ne sais pas, un certain nombre d'années. Sauf sa fiancée arrive en Israël. Il se trouve que le Rav Nazir avait fait vœu assez fréquemment de Ta'anit Dibour. Il ne parlait pas. D'accord? Et il rencontre sa fiancée, il ne lui parle pas. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vu, il ne s'est pas pu se rencontrer. La femme, elle dit, le Rav dit, Ouda, lui dit, ne t'inquiète pas, il va très bien, il n'y a pas de problème, c'est un époux extraordinaire, ça sera, mais ça. Vous vous rendez compte? Il y a des êtres comme ça qui sont exceptionnels. Bechol Perek. Kama yachas yeniskak liot leish gadol ahu, im achevra va im achem. Encore une fois, à chaque moment, à chaque instant dans cette vie, il sera essentiel, encore une fois, de bien jauger, de bien mesurer s'il est judicieux à ce moment-là de se couper du peuple ou non. De manière générale, il est bien évidemment impératif que quelqu'un qui soit animé par la valeur de la Torah, justement la Hidbo des doutes qu'on parlait dans la Chassidoute, elle a aussi sa valeur, elle a aussi son importance. Pas de se couper du peuple. Mais oui, il est important que la personne, mais je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous, on a besoin d'un temps pour nous. À la différence que le Talmid Chacham, ce n'est pas un temps pour nous, juste pour être avec moi-même. Non, un temps pour nous, pour construire mieux, justement, la vie de cette société. Ok, les familles méot, ce qui implique parfois, encore une fois, de se mettre en retrait, de se réduire, de moins être dans la vie sociale. Mizdamnot, asibot, kivunifla, ce qui va donner des opportunités, encore une fois, vers quelque chose d'extraordinaire. Cette mesure-là, où anitzrach le'amid et amishkal anachon, une fois fait à sa juste mesure, permettra clairement de s'élever et d'élever le monde avec lui. Shel italut ala chaim kedei l'archiram. Je répète, et c'est très important ta remarque que tu as dit, Nathalie, ce n'est pas pour se couper du monde, c'est pour le comprendre encore mieux. C'est pour y revenir par la suite, pour rendre la vie avec encore plus son sens. Y participer, encore une fois, et agir de la manière la plus authentique, ou maintenant, ou après un certain temps. Vous comprenez que quand un garçon va étudier en yeshiva avant de partir à l'armée, eh bien, il est impératif qu'il se coupe malgré tout, à mes yeux en tout cas, un petit peu du monde pendant quelque temps, pour pouvoir se construire. On ne peut pas être partout. Et il est impératif, bien évidemment, pour que construire une Torah authentique, ça demande une certaine préchoute, une certaine recul vis-à-vis de la vie de la société, vis-à-vis de tout ce qui s'y passe. Si, encore une fois, de manière générale, vous êtes occupé à quelque chose et que toutes les 5 minutes, le téléphone sonne, ben, ça va être compliqué de vous occuper de ce que vous avez à vous occuper. Si je reprends cette image un peu, ben, c'est un peu ça. Mais donc, mon objectif n'est pas de me couper le téléphone. Mon objectif, pour reprendre l'image, c'est de reprendre le téléphone avec une pleine consistance, avec un plein sérieux, avec une pleine cohésion. Et c'est à Perek, chez Abbe Bet Midrash, d'où le temps où il était dans le Bet Midrash, à Makom HaYechidi, chez le Kiddush Kol HaOra. Parce que c'est quoi le Bet Midrash? C'est quoi la Yeshiva? C'est l'Olam Haba. En tant que tel, la Yeshiva, c'est le monde futur. Tu vis dans un monde parfait, cohérent, authentique, où la lumière illuit pleinement. Sauf que la réalité du monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le Bet Midrash. Comme je fais à chaque fois cette nuance avec des garçons de yeshiva, où je dis qu'il faut sortir de la yeshiva, mais jamais quitter la yeshiva. Il est impératif de sortir de la yeshiva pour construire le monde, mais il ne faut pas quitter la yeshiva parce qu'il faut toujours être rattaché, encore une fois, à ces idéaux qui nous façonnent et qui nous ont construits. C'est ça la nuance. Donc, être dans ce Bet Midrash pour vivre cette pleine lumière divine, האורה האלוהית הגדולה של מאורים על הלוע הקדושים, היה יחס של הצירוף עם בני אדם חיים, די בהצטרפם לחיי המשפחה. En fait, on se contentait du peu où la vie de famille se limitait justement au moment où son épouse lui apportait donc de l'eau et du pain. Kama
שדביתה הייתה מביאה להם, donc מביאה להם האוכל והמשקה המוכר, ce qui est le strict nécessaire du pain et de l'eau, à son mari et à son fils, ואל החברה במה שנתנו מדברים שהחברה האנושית היא משותפת בעשייתם. Et aussi, la transmission de ces valeurs de Torah à ceux qui rentrent dans le Beth Midrash et qui vont recevoir les paroles de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on transmet le strict nécessaire. Pour reprendre mon image du Rav Nazir tout à l'heure, quand le Rav Nazir faisait un cours, il s'est avéré qu'il parlait le moins possible. C'est eux qui parlaient, qui essaient de se casser la tête, et lui aiguillait un petit peu comme ça. Quand il faut dans cette idée-là, où l'objectif, c'est de transmettre une parole vraie, et c'est terrible ce que je vais vous dire. Et parfois, on peut transmettre beaucoup de choses en peu de mots, et parfois transmettre peu de choses en beaucoup de mots. Et la volonté de Rabbi Shimon à ce moment-là, c'est de transmettre avec une exactitude, mais extrême, cette vérité, cette parole de Torah authentique. En cela, il ne pouvait pas, j'ai envie de dire, raconter des blagues, altérer à sa discussion sans fin. Non, on n'a pas le temps pour ça. L'objectif, c'est justement cette parole donc bienveillante, Rivta avec Roswa, Demia avec Rabbi, encore une fois, et après, apporter de l'eau, du pain et enseigner cette Torah, encore une fois, à ceux qui étaient présents au sein du Beth Midrash. Top. On va s'arrêter là. La suite, je vous le dis, elle sera donc sur Nahariya, si vous voulez écouter la suite, parce que je vais reprendre de Resh Samerva là-bas. Et sur ce, les Hashem, Lag Baomer Sameach, comme on dit. Et voilà, comme ça un peu de pensée de Rabbi Shimon.